partecipanti a questa tavola rotonda, che sono Luca Pisentini, segretario confederale della CES, Franco Mattini, segretario generale della FECAMS CGL, James Ricci, coordinatore settori catering, latticini e cani IUF Vita, Ayub Almendar, che è il presidente, no scusate, perché qui c'è Dennis che sostituisce Ayub, c'è Dennis che è già venuto ieri e che comunque rappresenta il sindacato, il gruppo COP-IS. Poi abbiamo Paf Akhtar di Uniglobal Union, Europa, direttore quality managers, e Fernando Medina, responsabile politiche internazionali, FECOT, Commissione Sobreras. Allora, questa tavola rotonda rispetto al programma precedente dovrebbe adesso fare ancora un passo in avanti per quanto riguarda le strategie sindacali a livello transnazionale, e quindi sottolineo la parola transnazionale perché non parliamo più solo del livello europeo ma del livello anche globale. Se finora ci siamo limitati al contesto europeo. Borné jusqu'à là au contexte européen et surtout le rôle du C européen. Maintenant, on va franchir, dirais-je, cette étape, on va s'avancer et donc nous allons parler justement même au niveau international. Nous allons donc impliquer même les parties prenantes au niveau global, c'est-à-dire les fédérations de Global Union. Et par la suite, nous pouvons nous avancer même du côté de la stratégie syndicale, parce que jusqu'à là, on s'est bien focalisé, axé beaucoup sur le rôle du C européen, qui joue un rôle d'information, de consultation à la fois, comme ceci a été défini, établi par la directive européenne. Maintenant, nous avançons pour considérer la négociation au niveau transnational. En fait, dirais-je qu'une des limites qui a été mise en exergue pour l'activité de C, une de ces limites est justement celle que nous avons déjà constatée. Ces syndicats n'ont pas aucun droit de négociation au niveau européen. Et donc, nous sommes justement en face d'un processus pendant ce 15 dernières années. Et par la suite, après l'an 2000, nous avons des processus de négociation au niveau transnational. Et donc, nous devons signer des accords internationaux, comme ces accords ont été nommés au début. Et après, on a dû faire une certaine différenciation pour ces accords transnationaux, parce que vous avez plus ou moins deux chemins à suivre. D'un côté, nous avons les accords cadres internationaux, qui sont signés ou même nommés accords globaux, qui sont signés. Justement, ces accords sont signés par les fédérations globales, les accords globaux. Et de l'autre côté, nous avons même les accords européens au niveau transnational, qui sont signés justement par les fédérations européennes. Et donc, là, l'autre côté intéressant que la Commission européenne, pendant ces dernières années, a consacré, dirais-je, du temps avec une certaine attention à ces phénomènes. Et aujourd'hui, nous avons un monitorage constant de ces activités de négociation au niveau transnational. Nous avons également une banque de données qui est gérée directement par la Commission
Maintenant, je ne sais pas, à l'heure actuelle, je ne connais pas le nombre exact, mais il s'agit peut-être de 230, voilà, 230 accords, 30 accords transnationaux, voilà, 230, qui ont été justement inclus dans cette banque de données. Et je pense qu'ici, il faut faire même attention, parce que ici, il faut même dire que la Commission européenne a mis dans cette banque de données n'importe quel genre d'accord. Et donc, la Commission européenne n'a fait aucune distinction pour les signataires. Aucune distinction est faite. Et voilà donc, vous comprenez fort bien qu'il y a 2 accords, ou mieux encore 2 déclarations conjointes, même les déclarations qui ont été signées uniquement par les CE, là où vous n'avez pas de signature de fédération européenne. Et après, vous avez également les accords véritables européens qui ont été signés par les fédérations européennes. Donc, comme vous le voyez très bien, ici, vous avez déjà, dirais-je, un côté qui va être très visible au sein de la discussion de ces sujets concernant justement ceux qui sont les parties prenantes ayant le droit de signer ces accords, les parties prenantes qui ont donc le droit de signer ces accords transnationaux. Voilà, si la Commission européenne a plus ou moins 230 accords ou déclarations conjointes signées au niveau transnational, dirais-je que les calculs faits par les syndicats ont été tout à fait différents, ces calculs, parce que les fédérations globales d'un côté et même les fédérations européennes de l'autre côté ont bien reconnu uniquement ces accords qui ont été signés justement par eux-mêmes, par ceux adhérents. Et donc, avec ces critères, donc, le nombre des accords transnationaux va baisser ultérieurement. Voilà donc la situation telle qu'elle. Et après, je voudrais donc mettre en exergue une autre différence importante en ce qui concerne l'activité des négociations au niveau transnational. Eh bien, pour les CE, les comités d'entreprise européens, en ce qui est de leurs activités, pour ces comités, nous avons donc une base légale au niveau européen. Voilà, donc c'est la directive européenne. Ce qui nous manque, c'est plutôt une base légale, malheureusement, pour une négociation au niveau transnational. Cela veut dire que tous ces processus de négociation au niveau transnational, tous ces processus se passent ou s'avèrent uniquement sur une base complètement volontaire. Et ceci requiert que d'habitude ces accords doivent être justement signés par des groupes multinationaux, là où vous avez un consensus de la part justement de la direction pour arriver justement à la signature de ces accords transnationaux. Ça va sans dire. Donc, la situation, le point de départ est tout à fait différent. Ça varie beaucoup, ça change les choses. Ici, nous parlons d'un contexte, donc là où il faut trouver une certaine convergence de la part justement de partenaires sociaux pour arriver à ces accords transnationaux. Donc, les partenaires sociaux qui sont tout à fait indispensables. Donc, maintenant, j'ai la première question, deux tours de table tout à fait succincts, 5 minutes. Donc, la première question concerne le rôle des parties prenantes. Et donc, j'ai déjà dit maintes fois que ici, vous avez même déjà de discussions en ce qui est des tâches à remplir dans ce processus. Donc, je voudrais demander, dirais-je à mes interlocuteurs, toujours en considérant la différence entre le niveau global et le niveau européen,
Donc, je voudrais demander à ces collaborateurs quelles sont les parties prenantes et quel est le rôle à jouer par ces parties prenantes, leur contribution véritable pour arriver justement à la signature des accords ou d'accords, dirais-je, nationaux. Je voudrais partir avec James Ritchie, qui est le coordinateur de IUF-UITA. Mais merci beaucoup et bonjour à vous tous. Donc, je ne suis pas européen de mon accent. Moi, je travaille pour IUF. J'ai travaillé pour 8 mois. Je viens justement de Nouvelle-Zélande, comme vous connaissez déjà, donc je suis pas européen. Et je pense que je voudrais commencer avec ma contribution ce matin en vous disant un peu du rôle de implication générale de syndicalistes. Et il y a un processus tout à fait important du niveau local jusqu'au niveau international par les biais du niveau national. Et mon rôle est justement celui d'aider ce passage et d'atteindre même le niveau global. Donc maintenant, je voudrais donner des perspectives de ma terre, de ma région. La Nouvelle-Zélande est un pays qui a eu un soutien législatif pour la négociation collective et même pour les rôles de syndicats dans la société, comme toujours dans les autres pays d'Europe. Après le gouvernement néolibéral 91, on a abattu, dirais-je, ce soutien législatif pour le dialogue social, pour le rôle de syndicats dans la société, pour la négociation collective. Ceci a été débattu. Et maintenant, nous n'avons pas de négociation collective non plus. Dans ma terre, dans ma région, il y a une législation un peu vague, comme celle que nous avions dans les années 90, mais très peu de soutien institutionnel pour les opérations syndicales. Et donc, la Nouvelle-Zélande, c'est comme travailler, dirais-je, dans les États-Unis d'Amérique. Et dirais-je que la densité a baissé de beaucoup de chiffres, dirais-je, de 50, même de 40 à 50%. Donc, il y a une baisse justement de la présence syndicale. Donc, sans les soutiens des institutions et sans le soutien législatif, je pense que le rôle des syndicats sera toujours écrasé. Et donc, nous avons besoin justement du soutien de la Commission, du Parlement européen. Et sans ces soutiens, donc, on va faillir. Il est très important de se focaliser avec le rapport avec les employeurs. Donc, le CE, ce sont des institutions très importantes. Le dialogue social est très important. En Europe, nous sommes tout à fait heureux d'avoir, vous êtes heureux d'avoir ces soutiens législatifs, mais à cette époque d'austérité, après la crise, des crises profondes, ce que nous allons discuter avec les employeurs est d'une très grande importance. En fait, nous sommes dans un processus de dialogue social et l'Europe est dans un processus de dialogue social entre les syndicats et les employeurs. Donc, en soi, ceci ne sera pas suffisant pour convaincre 2 millions de chômeurs, de jeunes chômeurs en Europe. Donc, en ce qui concerne la coopération transnationale, je pense que les responsables de syndicats devraient s'engager directement au sein de cette discussion pour être là au sein de la négociation collective. Une chose très importante, nous devons mettre sur pied une structure pour promouvoir et protéger les droits des syndicats de façon telle que les travailleurs peuvent trouver justement la façon d'être présents au niveau des négociations collectives pour protéger les conditions de travail, même les salaires,
parce que nous savons qu'il y a des gens qui n'ont pas un poste de travail décent ou des gens qui sont tout à fait chômeurs. Et donc, ces gens ne peuvent pas être partie intégrante, dirais-je, de la communauté européenne au niveau de l'Europe, au niveau du monde entier. Donc, je pense qu'il faut justement s'engager personnellement avec les employeurs. Et ceci doit faire partie d'une structure stratégique, d'une stratégie qui est tout à fait focalisée sur les conditions et les salaires et les conditions de vie de ces travailleurs, de ces employés. Donc, il faut s'engager, parler directement avec la direction, qui est d'une importance vitale, mais pas, dirais-je, tellement important comme notre engagement personnel avec nos affiliés, parce que nos affiliés nous donneront justement les informations nécessaires pour parler, discuter directement avec la direction, tâcher justement de gagner justement de cette confrontation et pour s'organiser d'une façon meilleure pour augmenter le mode de vie et même les niveaux de vie et de travail dans le monde entier. Merci. Merci beaucoup, James. Donc, je voudrais donc passer immédiatement la parole à Paf Akhtar, Uniglobal Union. Paf Akhtar. Good morning, good morning. Bonjour, bonjour. J'étais donc en anglais et même en français. Donc, je travaille en Suisse, mais je vis en France. Mais je suis britannique à l'origine, donc je suis tout à fait un travailleur européen, suisse, français, britannique. Je travaille avec les professionnels, avec les directeurs surtout. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler justement du travail de UNI au niveau global, mais même au niveau européen. Il est très important, comme James vient de nous dire, je suis tout à fait d'accord avec James Ritchie, il est très important ce qu'il nous a dit. Donc, je voudrais donc ajouter à cette discussion ce que Global Union fait au niveau global et même au niveau régional, ce que nous pouvons faire pour soutenir justement le travail de nos affiliés au niveau national et même au niveau local. La première chose est la suivante. Dans notre syndicat, nous avons une stratégie justement de passage, justement d'innovation. Nous devons justement créer une certaine responsabilité et donc même soutenir les pouvoirs des travailleurs qui a baissé avec l'influence des employeurs. Et par conséquent, nous devons justement faire quelque chose pour faire en sorte que les travailleurs auront beaucoup de droits, même combattre, dirais-je, les travails précaires et même faire face justement à la baisse des salaires. Et ceci va coïncider avec des preuves entre 90 et 2000. Et dans des pays de l'OCDE, 17 sur 45, donc le fait d'avoir des accords signés, donc ces accords ont vraiment baissé et donc la négociation collective a baissé ultérieurement. Donc c'est une crise pour les syndicats, nous savons fort bien. Et la réponse à tout cela, c'est-à-dire que nous devons tâcher de comprendre et même tâcher de répondre à cette situation problématique. Donc, le rôle du gouvernement est tout à fait, dirais-je, très important. Donc, le gouvernement a réduit donc la loi du travail et donc les employeurs ne considèrent pas le travail des syndicats et ils disent que les syndicats ne sont pas tellement puissants. Donc, les syndicats ne représentent pas une menace dans les marchés du travail global. 11% de la force de travail est affiliée à un syndicat, donc il est facile de comprendre que les employeurs ont une certaine facilité à ignorer le rôle important des syndicats. Voilà, ceci a un impact tout à fait véritable sur les syndicats au niveau global, même au niveau régional et national. Et UNI, donc, a un rôle tout à fait potentiel pour soutenir la création de ces pouvoirs avec nos affiliés. Mais le point de départ est tout à fait critique. Il faut s'organiser pour assurer des postes de travail tout à fait certains avec la justice. C'est notre point de départ. Ce que nous avons constaté dans notre expérience en ce qui concerne les accords multinationaux, c'est que nous avons constaté donc nous avons atteint justement de très bons résultats. Nous avons travaillé avec beaucoup d'essais
plus ou moins 50. Nous avons mis ensemble nos affiliés. Nous avons donné à nos affiliés la possibilité de partager. Le partage de l'info, quelles sont les pratiques et quelles sont les activités qui marchent, celles qui ne marchent pas. Et nous devons utiliser nos accords globaux pour réduire justement les craintes, la peur de travailler dans un poste, dans un lieu de travail qui ne vous donne pas la possibilité de vous organiser du côté syndical et du côté de vos droits de travailleurs. Mais le temps nous presse, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais nous devons dirais-je, mettre sur le tapis une stratégie efficace. On peut parler uniquement d'accord global qui dépend uniquement de la volonté des employeurs. Nous avons besoin d'être convaincus et la société doit être convaincue pour arriver justement à un accord transnational. Il faut exercer justement un contrôle de plusieurs sources. Donc nous travaillons dans une société qui n'est pas isolée, qui doit être toujours reliée avec les lieux de travail. Si nous sommes tout seuls, parfois, nous ne pouvons pas inspirer nos travailleurs. Il faut avoir une bonne stratégie là-dessus. Si vous n'avez pas de bonne stratégie conçue pour gagner, alors, évidemment, vous n'aurez pas la chance de rapporter un bon succès. Mais la stratégie que nous avons maintenant n'est pas, dirais-je, impeccable, donc il faut l'améliorer. Donc, nous avons même mené des campagnes pour une bonne planification, des campagnes syndicales qui doivent être bien organisées. Donc, s'il y a des requêtes des employeurs, vous avez besoin d'avoir, dirais-je, 50% plus 1 pour avoir une reconnaissance générale. Et je pense que nous devons donc aborder ce sujet de façon différente. Donc, il faut changer ce genre de constat. Je pense que le changement est tout à fait important, même au niveau national. Il faut motiver les travailleurs, les employés à s'organiser, dirais-je, en groupe plus fort. Donc, les syndicats doivent être flexibles pour répondre justement aux besoins. Et donc, je voudrais conclure avec un exemple tout à fait concret. Dans les dernières journées, UNI a rencontré donc la société civile au Bangladesh en ce qui concerne la sécurité sur les lieux de travail. Donc, ceci s'est passé, dirais-je, en 15 jours. Et la raison était la suivante. Parce que les syndicats ne pouvaient se rencontrer tous les jours. Il y avait de gros problèmes. Nous avons identifié le fait qu'il devait y avoir une solution positive. Nous avons laissé tomber toutes les autres activités. On s'est bien focalisé pour, dirais-je, la signature d'un accord de sécurité de santé. Et donc, ceci, c'est donc la base pour construire, si vous voulez, une base beaucoup plus forte, même dans d'autres sessions. Et ce modèle, je pense, sera un modèle qui peut fonctionner même dans le contexte multinational. Merci, Paf. Maintenant, je voudrais passer la parole à Denise Atogan du syndicat turc Coupe IS. Quel est ton point de vue du côté national, syndicat turc? Je voudrais donc passer au niveau européen et du côté de relations industrielles. Nous avons déjà un contexte mieux structuré. Donc, je voudrais demander de remarques ou tes idées, Luca, en ce qui concerne les parties prenantes au niveau de la négociation collective au niveau européen. Luca Visentini. Merci, Folk. Bonjour à tout le monde. Merci donc à Philcam pour avoir organisé cette initiative tout à fait intéressante qui met ensemble beaucoup de parties prenantes au niveau global européen. Je vous parle des accords internationaux du point de vue européen, bien sûr.
Donc, je ne veux pas dire que je suis contre les collègues qui doivent gérer ces accords au niveau global, parce que nous avons des difficultés à les gérer au niveau global et même au niveau européen. Cependant, dirais-je, ces accords sont les seuls outils que nous avons à l'heure actuelle un mouvement syndical pour tâcher donc d'affronter les problèmes de la mondialisation et pour tâcher également de bloquer, si possible, des initiatives ressortissantes de multinationales dont le but est celui de faire baisser les conditions de travail des travailleurs et même en général dans le marché du travail global. Et donc ces accords, en même temps, sont une grande opportunité, mais même une grande difficulté. Le mouvement syndical en Europe donc s'est occupé très tard de ces accords d'une façon tout à fait préoccupée, parce que comme ceci a été dit dans la première partie de la discussion ce matin, donc le seul élément véritable de discussion, c'était la présence de ces au sein des multinationales en Europe. Donc, il n'y avait pas des accords véritables. Dans ces dernières années, on a signé des accords véritables, mais pendant cette phase, les organisations syndicales ont rencontré de fortes difficultés. La première est la suivante, que par rapport aux procédures, je ne sais pas, pour le démarrage de la négociation, la composition de délégations syndicales, le fait de valider les accords et les appliquer, il y a des grosses difficultés énormes ou majeures parce que vous n'avez pas de système légal et il y a des contradictions. En Europe, très souvent, nous avons des problèmes tout à fait sérieux pour le mandat de parties prenantes. En ce qui concerne le mandat donné aux parties prenantes, nous avons des conflits entre les organisations syndicales en Europe et les CE continuent d'avoir une fonction tout à fait fondamentale en ce qui est de la communication avec les employés et les travailleurs pour la saisie des données, pour la chance de diffuser l'information en ce qui est de la réalisation de ces accords. Mais les CE n'ont pas de rôle de négociation. Ils ne peuvent pas négocier du côté juridique et même pas du côté politique. Ils ne sont pas nommés par les travailleurs pour cette négociation. La négociation absolument doit rester dans les mains des organisations syndicales. Les fédérations européennes de secteurs sectoriels doivent donc être à même d'acquérir un mandat tout à fait concret à la négociation par ses affiliés dans les différents pays et dans les différentes entreprises. Voilà donc un point crucial qu'il faut affronter au niveau européen aujourd'hui. Il y a deux fédérations européennes donc qui ont fixé des procédures tout à fait efficaces. La première procédure en ce qui concerne le temps, dirais-je, les calendriers, mais même en termes d'efficace, a été construit par FEM, Industrial et d'autres fédérations des catégories donc adopté des procédures tout à fait semblables. Ces procédures peuvent résoudre en partie ces problèmes dont on parle aujourd'hui. D'un côté, elles tâchent de donner une réponse aux problèmes, comment on peut faire démarrer la négociation, quelle est la composition d'un groupe de négociation au niveau européen, comment contacter les entreprises pour tâcher de faire démarrer la négociation, comment on peut même, dirais-je, impliquer les CE, comment ces accords sont réellement créés pour éviter n'importe quelle ambiguïté, pour éviter que cette ambiguïté puisse donner lieu à des difficultés d'application et même de contraintes dans les différents pays. En même temps, les fédérations européennes, grâce à ces procédures, les fédérations même essayent de résoudre les problèmes du rapport avec les travailleurs et avec les conseils d'entreprises européens, les comités d'entreprises européens, et ce rapport a été résolu d'une façon excellente. Très souvent, il y a des pépins, des difficultés parce que nous avons des problèmes de représentation. Toujours aujourd'hui, nous n'avons pas, dans le multinational, nous n'avons pas une représentation syndicale véritable qui soit tout à fait légitime, parce que d'un côté, l'essai doit s'occuper uniquement d'information et consultation, mais ils sont aussi en contact avec les travailleurs, les fédérations, mais pas dans tous les pays ont, dirais-je, des points de repère dans les entreprises. Parfois, ces gens sont en conflit avec les C ou même avec les syndicats à l'extérieur des entreprises. Et donc, il y a un problème sérieux à résoudre. Et la seule façon pour résoudre ce problème est d'affronter les problèmes de la représentation.
au sein des fédérations, dont les fédérations nationales, et même en ce qui concerne les représentants de multinationales. Donc, il faut que les fédérations nationales doivent donner du pouvoir aux fédérations européennes, mais en même temps, ils doivent représenter de véritables représentations syndicales au sein des entreprises et dans les lieux de travail. Ces accords peuvent être donc une bonne mesure pour résoudre ces problèmes. Ils peuvent donc influencer la réalisation du dialogue social, de relations industrielles, surtout dans ce pays là où tout cela est faible. Si nous pouvons résoudre ces problèmes, nous pouvons même donner beaucoup de force aux accords. Cependant, c'est la dernière chose que je veux dire dans cette première partie de la discussion. Nous n'arriverons jamais à résoudre le problème de la valeur légale des accords parce que vous avez des problèmes légaux qu'on peut attaquer dans la deuxième partie de cette table ronde, ce qui est toujours en suspens, qui peuvent être résolus uniquement en Europe avec une structure comme l'on a déjà préconisé au niveau européen, qui puisse donc nous permettre d'appliquer ces accords dans les différents pays et dans les différentes entreprises, peut-être. Bon, maintenant, je vais demander à Denis de faire son exposé du point de vue national. Dans 5 minutes, je vais essayer de vous faire ma présentation. Alors, tout d'abord, je voudrais vous montrer quelle est la situation générale dans la vie de travailleurs en Turquie. Ensuite, je voudrais aussi parler des alliances. Alors, en Turquie, les degrés d'organisation, malheureusement, est très bas. Je vais vous montrer des statistiques. La densité syndicale et la capacité des conventions collectives est d'environ 12 à 13 %, mais d'après les dernières statistiques, le degré d'organisation syndicale ou d'appartenance est de 9 % seulement. Donc, si on parle des négociations et on parle de conventions collectives, on a seulement 6 %. Dans le secteur privé, le niveau est de 3 %. Dans le secteur commercial, seulement 1 %. Donc, on peut continuer à diminuer et diminuer encore. C'est pour ça qu'on a besoin d'alliances. C'est pour ça parce que le degré d'organisation syndicale en Turquie est très bas et aussi, je voudrais parler aussi des difficultés d'organisation pour les syndicats. Donc, tout d'abord, les employeurs utilisent des tactiques différentes pour décourager la syndicalisation, y compris les menaces et les obstacles qu'on peut mettre en place. Les obstacles qu'on met devant le membre du syndicat. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont licenciés à cause de ça. Et donc, d'après la Confédération turque, chaque année, 10 000 travailleurs perdent leur place, leur poste de travail parce qu'ils appartiennent à un syndicat. Donc, à cause de ça, notre organisation est assez difficile et c'est pour ça qu'on a besoin de créer des alliances. Le troisième point, ce sont les procédures légales. Disons qu'en Turquie, c'est très difficile. On a des seuils. Tout d'abord, au niveau du secteur, il faut arriver au moins 3 %. Dans notre secteur commercial, nous avons 3,5 millions de travailleurs. Il faudrait au moins arriver à 3 %, donc 75 000 membres organisés. Et ensuite, on devrait essayer d'arriver dans un site de travail, 50 % plus 1 ou plus.
ou d'un certain à 40% plus 1. Et pour ça, pour pouvoir faire ça, nous avons besoin d'alliances. Les employeurs utilisent des tactiques anti-syndicales. We need alliances. Il y a beaucoup d'employeurs qui s'opposent aux syndicats, donc on a tout à fait besoin d'alliances. On ne peut pas se mettre en contact avec les travailleurs sur la place de travail. En Turquie, tout récemment, des entreprises multinationales, les syndicats, ont commencé à utiliser des conventions collectives pour s'organiser. Par exemple, Uniglobal est en train d'essayer de stipuler un accord global avec IKEA. En Turquie, DHL, UPS, Carrefour et H&M et d'autres entreprises multinationales. Dans ces entreprises, les syndicats essaient d'utiliser ces accords globaux non seulement pour signer ces accords cadre au niveau global, mais aussi pour les utiliser pour faire respecter les droits des travailleurs dans la pratique. Merci, Denis. Maintenant, c'est Franco Martini qui va parler. Alors, ça, c'est le premier... disons, information synthétique, comment donner. Dans la deuxième partie, on va achever notre travail. On a fait quelques timides expériences en parlant de ce qu'on vient de mentionner. IKEA, HP, Sodexo, ce sont des entreprises où on a essayé de remonter les effets d'un accord international pour intervenir sur les conditions de travail et sur les droits, aussi dans les autres pays. Mais il faut être honnête, parce qu'on est là et il faut parler, il faut dire la vérité, comme disait Bruno tout à l'heure. Nous, quand nous sommes en face du géant multinational, on fait peu de choses, on peut que rigoler. Et Juliana Mesina, comme elle a dit tout à l'heure, elle parlait de vitesse. Donc notre rythme, notre vitesse de marche est énormément éloignée de la vitesse avec laquelle les entreprises multinationales sont en train de se confronter avec les défis actuels. Deuxième point, on devient conscient, on est conscient de ses limites et en même temps, tout ce qui est en dehors de nous, la situation, c'est-à-dire qui est à l'extérieur, est de plus en plus grave. Donc, on est en récession complète, au moins dans le vieux continent. Donc, c'est une crise dramatique. Le contexte est défavorable. Et une des manifestations de ces crises est, d'une certaine manière, un repliement dans les logiques nationales. Donc, on est là. Et alors qu'on est là, on est en train de dire comment on peut être plus transnationaux. En effet, la crise nous oblige à rentrer dans une sorte de défense nationale. Donc la crise a aussi un autre effet, comme on parle d'accord ici. En Italie, et je crois aussi dans le reste de l'Europe, il est de plus en plus difficile de signer une convention. Mais surtout, il est de plus en plus difficile de signer des accords ou des conventions et de le faire respecter, parce qu'il n'est pas suffisant de les signer. Il faut que ces accords soient respectés. Donc, quelle est la situation? Je vous fais un exemple. C'est comme celui qui doit sauter en haut. Vous avez une tige, il y a plusieurs tentatives. La première à 3 mètres, bon, je la descends. Deuxième tentative, je la descends encore une fois. Vous savez très bien que
vous savez que la dernière tentative de 2 mètres, on la ramène jusqu'à 2,10 m, 2,15 m. Donc, on devrait faire plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, troisième considération finale du premier cablogramme. Il faut être très honnête. On est en train de parler de parties prenantes. Le premier, c'est les syndicats. Il faut modifier l'ordre du jour des centrales syndicales internationales. Parce que leur ordre du jour, donc des organisations syndicales internationales, fédérations européennes ou internationales, est déphasé par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Donc, on ne veut pas être un groupe de passionnés, parce que sinon, cette salle pourrait risquer d'être comme une soucoupe où tout le monde est en train de tourner autour de l'univers, mais qui n'atterrit jamais au sol. Donc, il faut sortir de la logique des passionnés à la politique internationale. Quel est le concept de négociation globale dont on peut discuter de manière concrète à l'intérieur du syndicat? Quel est le concept de représentation et de cession des titularités? Parce que les lois, qui est-ce qui rédige les lois? Bon, c'est bien le Parlement, c'est-à-dire les institutions, mais il y a aussi des lois qui sont faites par le marché. Et à présent, les lois qui sont produites largement en ces moments, ce sont les lois du marché. Ce ne sont pas les lois des institutions démocratiques. Et pour ça, je sens vraiment le besoin de récupérer la capacité d'être protagoniste pour le syndicat dans sa relation avec les institutions européennes, et non seulement européennes. C'est ça la limite essentielle, fondamentale, parce qu'en Europe, la crise de l'Europe n'est pas encore en train d'accompagner les gouvernements européens pour remettre en question la politique de l'austérité, comme on a dit tout à l'heure, au lieu de la politique de la croissance et du développement. Mais nous, en tant que syndicats, est-ce qu'on est en train de négocier avec la politique? Voilà, ça c'est mon point. Merci, Franco. On va conclure le premier tour avec Fernando. Alors, les modérateurs nous demandent quel est le rôle de parties prenantes, c'est-à-dire de gens, des acteurs dans les alliances syndicales et les accords globaux. Je crois que la réponse est assez simple. L'acteur principal au niveau européen et au niveau international ne peut être que la Fédération syndicale internationale dans ce contexte. Il n'est pas possible de construire une alliance syndicale sans avoir une organisation syndicale correspondante et qui participe. Bien évidemment, ce n'est pas facile. Il faut passer d'un syndicalisme de coordination, parce que beaucoup d'organisations syndicales en Europe et au niveau global font ces types d'activités et ils font ce type de syndicalisme. Il faut passer en syndicalisme de proposition, il faut changer l'ordre du jour au niveau international. Et pour dire ce qu'on a dit des autres rapporteurs, lorsqu'on parle de comité d'entreprise européen, ce n'est pas facile parce que ça concerne aussi les plans institutionnels. Et il y a des directives, il y a des réglementations et nous devons agir dans ces contextes. Lorsqu'on parle d'accords internationaux et d'alliances transnationales, on parle de quelque chose de volontaire. Donc, on a besoin de la volonté, des initiatives du syndicat qui peuvent nous permettre d'être reconnus au niveau national et à négocier aussi ce qu'on avait décidé parmi les membres de l'Alliance nationale. Et ceci ne peut pas être fait d'une manière différente parce que si l'objectif principal n'est pas la négociation,
on n'obtient pas, on n'atteint pas de résultats. On peut avoir de l'information, mais on n'obtient pas de résultats. Des observations pour conclure, il n'est pas facile. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut construire, il faut faire un véritable discours transnational et qui n'est pas le résultat de tous les discours transnationaux. Et comme au niveau national, les syndicats représentent l'intégration de plusieurs intérêts, au niveau transnational, doit aussi intégrer les intérêts des différents pays. Et ce n'est pas facile. Mais c'est ça le défi. Donc, lorsqu'on construit ces alliances, lorsqu'on discute d'accords internationaux avec les entreprises, on a besoin de disposer d'une série d'outils, pas nécessairement dans cet ordre. On a besoin d'objectifs clairs. On a besoin de négocier un accord cadre international sur les politiques de responsabilité sociale. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut construire un programme pour développer ces objectifs. Il faut former les membres de ces alliances et des organisations internationales et aussi des associations affiliées nationales. Il faut intégrer au niveau national ces discours transnationaux dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il n'est pas possible que les aspects internationaux représentent quelque chose de différent ou de complémentaire dans la négociation syndicale, mais ils doivent s'intégrer à la négociation elle-même et avec tous ces outils, en agissant de cette manière, on pourra certainement obtenir des résultats. Et c'est ça, je pense que c'est comme ça qu'il faudra agir. Merci.